1986. Le manoir Richelieu dans Charlevoix est le théâtre d'un conflit de travail qui tourne au drame. Un conflit qui oppose l'étoile montante du monde des affaires, Raymond Malenfant, à la très militante CSN. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. Quand on pense au manoir Richelieu dans Charlevoix, on pense d'abord à un joyau de l'architecture, on pense aussi à un des plus beaux et plus paisibles coins de pays. Pourtant, en 1986, le manoir Richelieu a été le théâtre d'un drame où la paix a cédé la place à la violence. Les ingrédients de ce drame, un homme d'affaires intraitable, intransigeant, Raymond Malenfant. Une centrale syndicale, la CSN, déterminée à défendre les emplois de ses 350 travailleurs et la mort d'un homme. Vous allez revivre l'histoire d'une confrontation qui déchirera toute la région. J'aurais pas pensé d'avoir autant de troubles, mais je suis un peu entoffé. Ce que c'est qu'on veut, c'est notre job, bon Dieu. Le manoir, c'est nos parents qui l'ont construit. Et puis, c'est notre job. Ça ne nous appartient plus. Ils nous l'ont enlevé. Quelqu'un. Pour moi, le manoir, il n'existe plus. C'est fini, c'est moi. C'est pour chez nous, ça. Lorsque le 18 mai 1986, Raymond Malenfant ouvre officiellement les portes du manoir, la partie de bras de fer entre lui et les 300 ex-travailleurs est déjà fermement engagée. On veut travailler! L'homme d'affaires affirme qu'il a acheté une bâtisse et non ses employés. Le syndicat, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, vous nous prenez, on était là. Mais non, vous n'étiez pas là. Ce sont donc de nouveaux employés non syndiqués qui entrent au manoir. Les autres demeurent sur le trottoir. Moi, j'ai une de mes belles-sœurs qui est rentrée. Elle m'a appelé. Imaginez. Elle m'a appelé et elle me dit qu'elle rentre au manoir. J'ai dit, range. J'ai dit, moi, je veux rien savoir de M. Malenfant. Raymond Malenfant et son attitude parfois arrogante jettent de l'huile sur le feu. Vous savez, la population ici, elle est habituée à travailler 3 mois par année. Puis, quand ils ont vu quelqu'un qui ouvrait le manoir 12 mois, ça les a fait peur. Ils ne veulent pas travailler 12 mois. Auriez-vous fait une offre, vous, si, avec l'hôtel, vous aviez été obligé de prendre aussi les employés et le syndicat? Auriez-vous acheté? Non, je n'aurais pas acheté. Pourquoi? C'est que la convention collective qui était avec l'ancien locataire était tellement compliquée qu'il n'y a personne qui aurait pu acheter cet hôtel-là puis vivre. Il valait mieux rester la clé dans la porte. Je comprends pas. Qu'il n'y ait pas d'essayer de nous parler, là. Tu sais, il me semble que s'arrêter si simple. Il n'a jamais voulu. Une travailleuse incarne la cause, Louiselle Pilote, présidente du syndicat et employée au manoir depuis 30 ans. À l'époque, c'est par bateau que les riches touristes arrivaient au manoir. Je travaillais à la buanderie. Louiselle avait alors pour tâche de repasser les robes de ces grandes dames. Après ça, je rentrais au champ, on fait des chambres. Je faisais des chambres. Le manoir, c'est notre histoire. Parce que c'est nos parents, nos grands-parents qui l'ont bâti à 25 cents par jour. À 25 cents par jour. Moi, j'ai commencé une pièce à 25 $. Merci. Pendant ce temps, Raymond Malenfant est dans les honneurs au Château Frontenac. L'homme d'affaires Prosper jouit d'un appui solide auprès du patronat.
Malenfant était la personne toute désignée, très médiatique. Le self-made man québécois, là, le petit entrepreneur de région qui est rendu châtelain et qui va mater un syndicat CSN, en plus de ça, dans une région au Québec. C'était le rêve du patronat. Gérald Larose, président de la CSN. Il faut que ça y coûte un bras. Il faut que ça y coûte une fortune. C'est la seule façon de le faire résonner. Manifestations, campagnes de boycottage et même actes de vandalisme. Les syndiqués sont prêts à tout pour faire plier l'homme d'affaires. Nous autres, on veut, que le manoir, il marche. Mais il ne marchera pas sans nous autres. Et que du jour au lendemain, on les mette à la rue. C'est 306 personnes, mais c'est combien de familles? C'est d'une cruauté à l'endroit de 306 personnes dans une petite région. On est dans une famille. Il y avait une injustice qui est devenue une brûlure et un abcès. Et pour garantir la paix à ses clients, Raymond Malenfant rétorque à coups d'injonction pour éloigner du manoir les ex-employés. Il y a 88 personnes qui n'ont pas accès à la moitié du village. Et si ma mémoire est bonne, une trentaine doivent demander la permission à la police pour rentrer dans le périmètre pour aller chez eux. C'était du jamais vu. Le 18 octobre, plusieurs syndiqués, appuyés par ceux de la Donahue, s'introduisent brutalement dans le manoir. Et là, ils sont entrés en masse dans le manoir Richelieu. Et quand nous sommes arrivés sur l'étage, il y a déjà des portes de chambre qui avaient été défoncées. Il y a déjà des meubles qui avaient été renversés. C'était assez hallucinant là, comme scène. OK, tu sors avec ça, OK? Moi, j'ai voulu parler à un policier où le caméraman tournait les images. Et là, le policier a pris la caméra et l'a carrément jetée par terre. Et à ce moment-là, moi, j'ai protesté. Et là, le policier m'a pris par le bras et m'a vraiment poussé là, sur le mur. Pendant ce temps, à Québec, on s'inquiète. Yvon Picotte, ministre du Tourisme, estime que la CSN a dépassé les bornes. Bien là, quand je suis arrivé avec ça, quand on voit un fracas comme ça, qu'est-ce que vous pensez qui arrive au Conseil des ministres quand on se retrouve au Conseil des ministres le mercredi suivant? Ce gouvernement n'a posé aucun geste, qu'il a laissé pourrir délibérément le conflit, qu'il n'a rien fait, n'a posé aucun geste pour solutionner le problème, et qui pourtant, Madame la Présidente, pouvait le faire. Il ne faut pas toujours attendre les catastrophes. Je pense que rendu un certain temps, c'est ce que souhaitait la CSN, c'est qu'il y ait une grosse affaire de même pour faire réaliser aux gens que là, il y avait un gros problème. L'arrestation de 70 personnes fait suffisamment de bruit pour que le conflit du manoir Richelieu prenne une dimension nationale. Il nous emmène au poste, mon petit homme, Shane. On est traités comme du bétail. On dit embarque là, puis on embarque là. On a tout eu un dossier judiciaire pour ça. Puis on était des gens honnêtes. On était des gens honnêtes. Tout ce qu'on voulait, c'était ce qui nous appartenait. Notre job, c'est tout ce qu'on voulait. Et puis, c'est notre job! C'est ça! Puis on nous arrête! On nous arrête pour des affaires d'éthique. C'est lui qui mène le garde depuis qu'il est arrivé dans le chambre à boire. C'est lui qui mène le garde. Lâche-moi, toi! Maudit! Trace de menti! Voyons, Joselle, le bon Dieu plus fort que l'homme. Le mire mouchoir. Maudit trace de calme! L'ex-travailleuse Jocelyne Néron tenait à l'époque une chronique dans un journal local. Où est cette société juste? Où sont nos dirigeants? Attendre qu'il y ait des morts pour réagir? Après leur arrestation, les syndiqués sont loin de baisser les bras. Raymond Malenfant, lui, demeure tout aussi intransigeant.
Ça allait pas bien, mais si vous voulez, le manoir était ouvert, il fallait bien le faire marcher. Et vous savez, c'est ça la vie. On était comme dans une... On était comme d'un cercle vicieux. Pierre Paradis est alors ministre du Travail dans le cabinet Bourassa. Il fallait conserver le dialogue. Et surtout, quand les situations deviennent tendues, il est essentiel que l'élément humain continue à fonctionner coûte que coûte. Je parlais à Pierre Paradis, mais je parlais à Robert Bourassa. J'ai parlé à peu près à tout le monde dans ce conflit-là. Ils étaient tous pleutres sur la question de redresser un aventurier. Ils étaient incapables de mettre leur culotte pour qu'un droit fondamental, bafoué visiblement et dont ils étaient responsables, parce que, je le répète, pendant 5 mois, ils ont eu l'occasion de dire « Oh, le contrat ne se réglera pas à ces conditions-là, on a oublié. » Tous les espoirs d'un règlement s'évanouissent lors d'une manifestation dans la soirée du 25 octobre. Gaston Harvey, époux d'une ex-travailleuse du manoir, est arrêté brutalement par la Sûreté du Québec. Donc, on sentait que des gens étaient très divisés, très inquiets du sort de leur travail, du sort de leur vie. Et on sentait qu'il y avait une espèce de division aussi dans la population. Je me souviens que les manifestants, à un moment donné, se retrouvent au pied de la côte Bellevue, à l'intersection. Je vois qu'il y a une espèce d'attroupement près d'une voiture. Il y a des policiers, il y a des manifestants. Et je vois qu'il y a un peu d'agitation, une espèce d'effervescence près de la voiture. Et je regarde le photographe, je lui fais signe, je dis, écoute, Benoît, il se passe quelque chose là. Est-ce qu'on est capable de prendre la photo? Jeannine Desbiens assiste à l'arrestation de son mari. C'est aujourd'hui la première fois qu'elle en reparle en 20 ans. Ils ont tous sauté dessus, là. J'ai vu au moins 3 personnes qui ont sauté dessus, là. Puis qui nous ont éloignés, nous autres, là. Puis que là, ils sont partis avec. Gaston Harvey est amené inconscient au poste de police. On se rend vite compte que ça tourne mal et il est transporté à l'hôpital de la Malbaie où son décès est constaté. À l'intérieur, la panique s'installe. Une autopsie est pratiquée en catastrophe. Jeannine Desbiens se rend à l'hôpital, impossible de voir son mari. Elle devra attendre des heures pour finalement apprendre qu'il est mort, apparemment noyé dans ses vomissures. Puis là, le médecin, il m'a dit, « Madame Harvey, votre mari est décédé. » Là, j'ai dit, ça se peut pas, c'est pas vrai, c'est un rêve, c'est pas possible, c'est impossible ce qui se passe. Là, il m'a dit, Madame Harvey, je vais vous montrer votre mari. Et quelle partie du corps que vous voulez voir? C'était pas beau à voir. Je peux pas vous dire autre chose, pour l'instant. Il y avait les poignets bleus, il y avait... il était tout déshabillé, puis il était... c'était pas beau. Mais quand j'y ai repensé par la suite, là, il y avait des bleus dans le visage, il y avait des bleus sur les bras, sur les poignets, c'est sûr, là. S'il y a une déclaration dont je suis encore fermement convaincu de son aspect tout à fait judicieux, c'est celle-là. J'accuse la Sûreté du Québec d'avoir tué Gaston Harvey. Alors, je me suis dit, alors ça, il faut que je m'organise pour qu'il ne puisse d'aucune manière enterrer cette bavure. Alors, je me suis forcé pour trouver les mots justes. Je n'ai pas parlé de meurtre, je n'ai pas parlé d'assassinat. J'ai même fait venir un dictionnaire pour être sûr de mon mot. Ils ont tué Gaston Harvey. Notre frère est mort. Et le ciel de Charlevoix s'est assombri de révolte, d'indignation et de colère.
Charlevoix devient le théâtre d'un drame qui semble ne plus avoir de fin. Ce que je me disais, quoi dire, comment le dire, comment être en mesure d'avoir la sympathie autant des gens qui sont touchés, tous les syndiqués qui venaient de partout, parce qu'il y avait à peu près 2200 personnes présentes aux funérailles, et comment aussi ne pas heurter d'autres personnes de l'autre côté. Dans ce contexte-là, le gouvernement devait agir rapidement. Le premier ministre Bourassa ordonne la tenue d'une enquête publique du coroner. 80 témoins sont appelés à la barre. Cette photo, prise par le photographe du Journal de Québec, Benoît Gariepi, soulève une hypothèse. Se pourrait-il que Gaston Harvey ait été étranglé par la prise du coup du policier? Le corps est donc exhumé afin de pratiquer une autopsie, la 3e. Moi, je suis d'opinion que le décès, par un mécanisme qui restera peut-être à établir précisément, mais qui origine d'une compression au cou. Le rapport du coroner confirme que Gaston Harvey est bel et bien mort par strangulation. Aucune accusation ne sera portée contre l'agent Léveillé. À l'époque, la prise du coup était légale. Au gouvernement du Québec, on comprend alors qu'un règlement est impossible. Vous avez un martyr sur la place publique pour la cause des travailleurs et des travailleuses. Et quand vous avez une centrale syndicale de la force de la CSN qui décide de s'impliquer du haut en bas et du bas en haut, le dossier devient quasi insoluble. C'était catastrophique. La mort de Gaston Harvey est venue, je dirais, camper chacune des parties dans des positions irréconciliables. Pour en savoir davantage sur le conflit au manoir Richelieu, consultez notre site Internet radiocanada.ca/parler. Charlevoix, la bucolique n'est plus la même. Des familles sont déchirées. On est bien loin du temps d'une paix. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'ils ont violé mes droits. Parce que on est comme dans je pense comme dans le roman de Monseigneur Félix-Antoine Savard, on est une race de gens qui ne sait pas mourir. Puis ils nous ont tués. Loin de reculer à la CSN, on décide de passer aux grands moyens. Le 23 mai 87, une bombe explose dans le stationnement d'un restaurant de Chicoutimi, propriété de Raymond Malenfant. Dans les heures qui suivent, 4 permanents sont arrêtés. Un délateur, Marc-André Boivin, se cache parmi eux. On apprend qu'il est également un agent des services canadiens de renseignement. Et autre rebondissement, le président de la CSN est lui-même éclaboussé. Le nom de Gérald Larose est cité comme co-conspirateur dans un complot destiné à provoquer une explosion au manoir Richelieu. Il est désigné dans l'acte d'accusation, mais il n'est pas accusé lui-même. Je les ai mis au défi à 3 reprises de m'accuser. Et même, je leur disais, à 8 heures, tous les jours, je suis à mon bureau, venez me chercher. Vous savez qu'ils ne m'ont même jamais appelé. Je n'ai jamais été interrogé 30 secondes. Ils ne m'ont jamais parlé. C'est une opération de salissage. Ce sera la prison pour les permanents de la CSN. Quant aux employés du manoir, c'est peine perdue. Après 5 ans de combat, le 15 février 1992, les tribunaux donneront raison à Raymond Malenfant. Ils reconnaissent qu'ils n'avaient aucune obligation face aux anciens syndiqués. La présidente du syndicat, Louiselle Pilote. Louiselle Pilote ne retournera jamais sur les lieux où elle aura travaillé pendant 30 ans. Comme on dit, il ne faut pas rêver au Père Noël, tu sais, ni en couleur. Au congrès de 90, la CSN rendra un vibrant hommage à la batailleuse. Par la suite, elle est devenue assistée sociale, puis femme de ménage. J'ai dit, me dire aujourd'hui, cet affaire, je le ferai encore. Mais je le ferai peut-être pas de la même manière.
Vous leur feriez? Je leur ferais. Quant à Raymond Malenfant et son épouse, ils ont déclaré faillite en 93. Et de l'empire qu'ils ont bâti, il ne reste plus rien. Ce manoir devait être leur couronnement, il aura été leur perte. Ça a été le déclenchement de la perte quand même de l'Empire au complet, puis la destruction de la famille au complet. Hein? Pensez pas que c'est facile à dire qu'on s'en sort très bien, mais qu'il y a eu des larmes, il y a eu de tout, hein, de la souffrance. Pendant toute cette saga, jamais Raymond Malenfant n'a voulu rencontrer Louiselle Pilote. Je voulais le rencontrer parce que je savais que si j'avais pu y parler, on s'aurait compris. 20 ans plus tard, la porte est toujours fermée. On n'aurait pas pu le faire changer d'idée de rencontrer Mme Pilote. Non, hey, faut pas demander trop de sacrifices à quelqu'un. Hein? J'appelle ça un sacrifice, ça. Mais moi, je peux aller au ciel sans sacrifice. Hein? 20 ans après le conflit, le manoir Richelieu a refait peau neuve. Mais pour certains, les plaies sont encore vives. Pour Raymond Malenfant, dont les déboires à la Malbaie ont été le commencement de la fin, pour les travailleurs de la CSN qui l'ont combattu, et aussi pour la veuve de Gaston Harvey, dont la mort est restée impunie. Dans le fond, c'est pas lui. C'est le gouvernement. Il y en a qui ont gardé ce pas jusqu'à la fin. Moi, j'avais compris.